6 heures du mat, nous sommes 54 sur le quai de Savenay, ce samedi 14 mai, plus ou moins bien réveillés. Direction Massy-TGV, sud-est de Paris, pour une première étape qui nous conduira à Verdun en passant par la Manne-Massige. Serrez un peu. Et là, en dehors, je les vois pas. Gardez une place. Oui, garde la place. On part dans quel sens là? Bonne question, on part dans quel sens? Moi je dis rien parce que dans quel sens on va? Qu'est-ce qu'une pièce de monnaie? Allez-y, allez-y, allez-y. Bon alors on regarde. Pardon. Oui. Ma valise. Ah, mon pauvre madame. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez laisser 2 places devant pour Pour les malades. Ouais. T'as quel âge? Soyez sérieux, voilà la presse. Ah ouais. Bon, ça se passe. Ah, t'étais avec qui? Ça va? Le moniteur. On mangera avant la visite, bien évidemment. Donne-moi au moins l'année. Ah non. Sur Internet. Ouais. Ah bah oui. Quand est-ce qu'ils ont commencé la révolution bolchevique? Les Russes ont arrêté en 1917. Parce qu'il y avait déjà des tas de mutineries dans l'armée russe. La 86 qui a été construite, c'est sur la moyenne couronne. Et puis après, la francilienne qui est sur la grande couronne, ce sont aussi des anneaux qui font le tour de Paris. Jeter de l'eau serait très bien. Les seuls vestiges intéressants, en dehors de la butte de Vauquois, c'était la Manne-Massige. Les gens qui travaillent là sont tous des bénévoles. C'est une association. Et leur objectif, c'est de retrouver le tracé. Alors la Manne-Massige, c'est tout simplement parce que les tranchées ont la forme d'une main. Après un changement de monture et presque 2 heures de route, la main de Massige se rapproche. Tout à l'heure, on a vu la croix en Champagne sur la droite. Là, on est en les Hurlus, on va le retrouver souvent. On est tout près de la ligne de front, en 1915. Il y en a encore dans le quart. Nous nous retrouvons dans ce lieu étonnant, où des bénévoles, surtout des passionnés, mettent leur énergie et leur temps au service de ce patrimoine enfoui. Creuser inlassablement les bandes de terre recouvrant les tranchées, parfois à la main, avant de les restituer à ce site chargé d'histoire, se répète depuis des années. Rendre ces tranchées, disparues sous une épaisse couche de terre arable, aussi réelles que possible aux nombreux visiteurs. 4 hectares de terre, 600 mètres de tranchées déjà réhabilitées, 14 corps exhumés, 2 soldats identifiés remis à leur famille. Les trouvailles sont nombreuses, des objets de la vie quotidienne, mais aussi des munitions, des grenades. Dans ce dédale, tranchées allemandes et tranchées françaises s'enchevêtrent. Les photographies de l'époque et les mots du président de l'association nous font entreapercevoir l'horreur du quotidien de ces poilus. Le vent et le froid de ce jour de printemps nous glacent d'effroi devant de telles conditions de vie. Mais aujourd'hui,
sous ce ciel bleu. La main de Massige a interpellé les plus avertis d'entre nous, et les autres aussi. On va faire 2 groupes. On essaye de répartir vers 26 et 27, s'il vous plaît. Donc vous vous séparez en 2. Vous vous mettez dans le groupe avec les affinités que voilà, vous souhaitez. D'accord? Et puis on appellera le groupe 1 et le groupe 2. Pourquoi A et B? Pourquoi pas 1 et 2? Parce que ce soir, ce sera la même chose à l'Ossuaire. Voilà, et demain. Et demain matin également, Voilà. On se divise en 2. D'accord? Le 2 août 1914, donc la Première Guerre mondiale est déclarée, les Allemands nous envahissent, vont descendre aux portes de Paris, va se débuter ce qu'on appelle la fameuse bataille de la Marne. Les Allemands sont presque au niveau de Meaux, donc cette bataille de la Marne est une bataille décisive dont les Français vont repousser ces Allemands. Les Allemands donc vont reculer entre le 6 et le 12 septembre 1914. Le 14 septembre 1914 exactement, les Allemands vont décider de stopper leur recul. Vont s'arrêter sur des points judicieusement choisis. On dit en termes militaires, qui tient les hauts, tient les bas. Le front va se stabiliser sur un front d'à peu près 800 km. Les Allemands vont rester sur la défensive et nous, on va être sur l'esprit d'offensive, c'est-à-dire qu'on ne veut surtout pas s'installer pour durer. Fin 14, début 15, le général Joffre, qui est le grand patron de l'armée française, est sollicité par les politiques pour reprendre l'offensive. Il faut à tout prix rattaquer, redémarrer la guerre de mouvement. Donc le général Joffre va choisir un secteur qui s'appelle la Champagne-Pouilleuse. Donc la guerre de 14, on va se battre sur terre et on va se battre sous terre. C'est ce qu'on appelle la guerre des mines souterraines. Donc en fin de compte, on va creuser des souterrains sous la position ennemie, comme on peut voir ici en coupe. On creuse un souterrain. Une fois qu'on estime qu'on est arrivé à l'aplomb de la position de surface, comme on peut voir ici, on remplit une salle de poudre et on la fait sauter. Mine a sauté avec 6 tonnes d'explosifs. Il y a des secteurs du front, comme aux Éparges, comme à Vauquois, on va être à 30, 40, voire 50 tonnes d'explosifs. Dans l'appareil, c'est comme les docteurs, ils collent à la paroi, et si on n'entendait rien, c'est-à-dire que c'est pas... Exactement. Voilà, ils avaient des systèmes d'écoute, des écoutes sous terre, qui avaient, c'est très bien, qui avaient, comme on voit chez le docteur pour écouter les battements de cœur, un stéthoscope, et ils écoutaient un petit peu, parce que quand on pioche sous terre, on entend très bien les coups de pioche, ça fait comme des battements de cœur, et les soldats entendaient qu'on piochait en dessous d'eux. Mais tant que ça piochait, ça allait à peu près, c'est qu'ils disaient qu'ils ne sont pas encore en train de remplir la mine, mais quand on n'entendait plus piocher, ils doutaient très bien qu'ils étaient en train de remplir la mine pour la faire sauter. Cette attaque du 3 février 1915 va complètement déstabiliser la position française qui était sur la main de Massige, et les Français vont être obligés d'abandonner la main de Massige. Et le 25 septembre 1915 à 9h15, les hommes sortent des tranchées, baïonnettes au canon. Il y a un problème majeur qui s'est posé dès le début de la guerre, c'est que le soldat français, tout comme le soldat allemand, est doté que d'une seule plaque d'identité, comme vous pourrez voir sur le petit panneau à droite. Donc une petite gourmette sur laquelle sont écrits les noms, prénoms, matricules et un bureau de recrutement. Quand le soldat est mort et qu'il est vu mort, parce qu'il y a des morts qu'on ne voit pas, ceux qui sont ensevelis par les bombardements, par les mines ou déchiquetés par les obus. Donc quand ils sont morts et vus morts, on va prendre cette plaque d'identité pour dire au capitaine, voilà, lui est mort, voilà sa plaque, voilà son portefeuille, voilà sa montre, pour redonner à la famille. Le poste de secours, c'est le lieu le plus proche du front. C'est aussi un lieu de tri. Toi, tu peux être soigné, toi non. Donc ici, c'est des tranchées de première ligne. Vous allez voir qu'elles sont très étroites. Donc dans les tranchées de première ligne, les soldats y restent 6 à 8 jours. Celui qui s'en retournera sain et sauf devra remercier Dieu. Vous êtes ici en Champagne-Pouilleuse. Le sous-sol, c'est la craie, le calcaire. Donc ça écrit comme la craie au tableau. L'inconvénient de ce sous-sol-là, c'est lorsque ça gèle, ça dégèle, ça éclate. On n'a pas le droit de te perdre. Alors là, tous les objets que vous verrez au fur et à mesure, c'est des objets qui ont été trouvés ici. C'était la contre-réponse à la longueur des fusils de l'époque, soit le Berthier. C'était, oui. Et ben c'était à la pelle ou c'était à la Oui, à la souvent avec baïonnette. il y a une rivière qui, de par la Première Guerre, s'appelle la rivière sanglante. Laisse imaginer pourquoi, parce qu'ils se sont battus à l'arme blanche. C'est le cri des pauvres malheureux qui tombent, qui appellent l'un soit sa maman, l'autre soit ses enfants, un autre, ses parents, un autre. Je ne sais pas moi. C'est pas incroyable parce que c'est pénible à entendre. À quoi cela pourrait bien servir?
que vous avez une idée? Oui. Arrêter les balles? Exactement. Arrêter les balles, mais pas que. Arrêter également les éclats d'obus. Qu'aujourd'hui, c'est du béton, mais à l'époque, c'était de la terre. A priori, oui. Vous avez un abri juste ici. À votre avis, à quoi pouvait-il bien servir? Oui. À se restaurer ou à se cacher? À se restaurer, oui. À se cacher, pas vraiment. Comment ont-ils tenu? Pour s'abriter sommairement des intempéries, donc de la météo. Pour se réchauffer, vous pouvez voir qu'il y a un petit poêle. Pour écrire, on suppose le courrier ou faire l'artisanat de tranchée. Alors le courrier est chose très importante pour les soldats. Comme tu t'appelles comment? Eliam. Eliam. Voilà. Eliam. Eliam, pardon. Je vois Eliam. Non, il n'y a pas de E au début. Et tu ne reçois jamais de courrier. Donc voici, je te donne une lettre. Et c'est là qu'est apparu les marraines de guerre. Femmes que les soldats ne connaissaient pas, qui écrivaient un soldat X, et donc te donner le courrier, et ensuite tu pouvais échanger avec cette femme-là. Objet authentique, ce qui a servi à faire cuire, les boîtes de conserve, les pioches, etc. Dis-moi maman, tu pleures et tu défailles. Ils ont tué petit père adoré, ils ont tué petit père adoré. Oui mon enfant, ils ont tué ton père. Pleurons ensemble car nous les haïssons. Même s'il avait vu de ses propres yeux que voilà, vous étiez mort, mais il en fallait 2. Donc disparus. Ça explique aussi pourquoi, durant la Grande Guerre, il y a autant de disparus. Plus loin, l'ossuaire de Douaumont nous attend. En plein centre de la zone rouge, 120 000 hectares de champs de bataille où sont concentrés des dégâts majeurs. Alors monsieur Louis, alors vieux soldat, un petit peu le paysage du champ de bataille de Verdun, qui est aujourd'hui une grande forêt, une immense forêt. On va la voir un petit peu en avançant. Cette immense forêt, elle fait un peu plus de 60 km². À l'intérieur du monument, on pourra le visiter. On le visitera demain. Donc l'intérieur en lui-même, on va expliquer ce soir ce qu'on y trouve à l'intérieur, mais on le visitera demain. Pendant l'année 1916, plus longue bataille de la Première Guerre mondiale, bataille de 300 jours. C'est une bataille qui va pratiquement pas s'arrêter jour et nuit pendant 300 jours. On parle aujourd'hui de 60 millions d'obus qui auraient été tirés par les artilleries françaises et allemandes. Un bilan terrible, 306 000 morts, 450 000 blessés. C'est le bilan qu'on retient aujourd'hui de la bataille de Verdun. Une moyenne de 1000 morts par jour pendant pratiquement un an. On est dans cette configuration, guerre de position, guerre de tranchée. Rompre avec cette guerre de position, reprendre une guerre de mouvement ou au moins, à minima, l'objectif du général allemand von Falkenhayn, il est de massacrer à blanc l'armée française en un point donné, en l'occurrence Verdun. À l'ossuaire, 130 000 soldats inconnus, allemands et français, inhumés ensemble après s'être battus les uns contre les autres. Ironie de l'histoire. Les villages sont détruits, tous les terrains sont complètement retournés et après la guerre on déclare ce secteur zone rouge, ce qui veut dire terrain inconstructible et incultivable. La terre a été retournée jusqu'à 10 mètres de profondeur, ils ont été ensevelis des gaz, des métaux lourds, des tonnes de métaux et donc les naturels qui poussent. C'est pour cette raison qu'on va planter d'abord des résidus. Qui ont été tués 143 000 soldats allemands, mais ça fait une moyenne d'environ 1000 morts par jour, 306 000 morts en 300 jours, 1000 morts par jour. Donc ce cimetière, même s'il est immense, il fait un peu plus de 15 hectares ce cimetière, eh bien même s'il est immense, ici on a à peine le nombre de soldats tués en 2 semaines de combat. En contrebas, le cimetière regroupe les corps identifiés de 16 000 soldats provenant de 22 cimetières militaires. On comprend mieux alors l'existence de la zone rouge et l'absence de sépulture de nombre d'entre eux. Normalement où on peut retrouver la liste des soldats qui sont enterrés ici. Mais dans certains cas, et notamment aujourd'hui, 100 ans après la guerre, quand on trouve des corps, on les trouve dans d'anciennes fosses communes où des soldats ont été enterrés ensemble. Il y a 25 ans, peut-être que vous avez en tête qu'on a retrouvé Alain Fournier, pas très loin de Verdun. C'était en 1991, au milieu de 20 soldats, on va le retrouver dans une fosse commune. Et parfois, c'est pas évident, quand on trouve les soldats dans des fosses communes, de séparer les corps les uns des autres.
et on trouve au milieu des ossements, puisqu'aujourd'hui c'est plus que des ossements, eh bien on trouve quelques plaques qui permettent d'identifier des soldats. Donc on sait que parmi par exemple 10 soldats, on va prendre l'exemple parce qu'il y en a un juste derrière nous là. Ce que nous avons vu, d'autres l'ont vécu. Incroyable, inimaginable. Voici une histoire parmi tant d'autres. Biveau François, né en 1885 à Fégréac, il a 29 ans quand il quitte sa famille, son village, ses terres. Il arrive avec ses compagnons d'armes dans ce qui sera, pour un grand nombre, leur premier et dernier voyage. Il fut blessé à Sillery par éclat d'obus à la jambe gauche. Après un séjour de plus d'1 an à l'hôpital, il échappe à l'amputation après un grattage des os de la jambe. Il se maria à 48 ans. Il eut 7 enfants, le dernier, mon mari, à l'âge de 63 ans. Il mourut à 69 ans. Merci à tous ces jeunes poilus qui ont donné leur sang, leur vie pour notre liberté. Puissions-nous, par ces témoignages, les faire revivre dans nos mémoires et dans nos cœurs. Sachant que j'allais à Verdun, au cimetière de Fleury devant Douaumont, la famille Fleury de Sainte-Anne-sur-Brivet m'a demandé de rechercher la tombe de leur ancêtre, ce que j'ai pu faire avec l'aide de notre guide Guillaume Moisan. Avec émotion, je me suis recueillie sur la tombe de Pierre Fleury, portant le numéro 5034 du 251e régiment d'infanterie, mort pour la France le 18 avril 1916. La médaille militaire lui avait été attribuée avec cette citation : « Soldat brave et dévoué, ayant toujours fait preuve des plus belles qualités ». Cette famille avait été très éprouvée, puisqu'elle avait perdu 2 fils en 1915, Rogatien et Jean. Nous avons aussi trouvé la tombe d'un soldat de la même commune, Célestin Magui, portant le numéro 5997 du 51e régiment d'infanterie, mort pour la France le 25 mai 1915. Cette visite de Verdun m'a permis de prendre conscience combien la guerre est cruelle et qu'il ne faut pas oublier la mémoire et le sacrifice de ces soldats qui ont payé un lourd tribut pour conserver la liberté à leurs descendants. Dans un cimetière américain, les tombes sont blanches. Dans un cimetière britannique, les tombes sont blanches, ne sont pas en forme de croix, mais par contre sont de couleur blanche. Dans un cimetière belge aussi, dans un cimetière italien, pareil. C'est la couleur qui a été retenue pour les pays vainqueurs, pour les pays alliés. Par contre, si vous allez dans un cimetière allemand, les tombes sont soit noires, soit sombres. Le noir n'est pas obligatoire, mais la couleur sombre est obligatoire. Et ça, ce sont les Français qui l'ont choisi arbitrairement pour les Allemands après la guerre. Comme c'est le pays vaincu, ce sont les Français après la guerre qui se sont occupés des cimetières militaires allemands et ils leur ont mis des croix en bois peintes en noir. Voilà ici le carré musulman. Carré musulman où sont regroupés un tout petit peu moins de 600 tombes de soldats musulmans morts pour la France. Alors des soldats musulmans qui sont illustrés ici, il y en a beaucoup, principalement dans les régiments d'infanterie coloniale. J'aimerais bien refaire quelque chose avec des gens mais plus historiques quoi. Ça filme. Si on a la presse. Non. Ah non. Qu'est-ce que vous regardez? Ça va, L'agence France Presse. Oui, admettons. Bonjour Jean-Claude. Villes frontières comme Verdun, il y en a 4 des villes principales qui vont devenir les grandes forteresses françaises. Du nord au sud, c'est Verdun où on se trouve, Toul en Meurthe-et-Moselle, Épinal et Belfort. C'est les 4 places fortes entourées de forts qu'on appelle les forts du système serrés de rivières, comme celui qu'on va visiter tout à l'heure. Ici, il y a 5600 soldats français qui sont enterrés. Il y a une grande croix au milieu du cimetière. Autour de cette croix, il y a 7 tombes de soldats inconnus. Et c'est pas n'importe qui parmi les soldats inconnus, c'est les 7 qui n'ont pas été choisis lors de la cérémonie du choix du soldat inconnu. 21 février 1916, décembre 1916, c'est la bataille de Verdun. 300 jours et 300 nuits de combats acharnés,
effroyable. 26 millions d'obus tirés par les deux artilleries. Le fort de Douaumont interpelle autant par les chiffres que par son état. 120 000 obus reçus et 100 000 morts vivants, désarmés et défendus. Par une poignée de territoriaux, il tombe facilement aux mains des Allemands. C'est alors qu'il devient le symbole du territoire national et l'état-major n'aura de cesse de le reprendre. Un symbole bien sanglant et bien inutile. Imaginez des barbelés sur le fort, des barbelés autour du fort, défendus par un fossé entre 10 à 30 mètres d'épaisseur de fil barbelé. On est devant le fort de Douaumont. Ce fort il a été construit entre 1884 et 1886. Fin du 19e siècle, on connaît le béton, mais on ne lui fait pas encore assez confiance pour faire des grandes constructions en béton. La plupart des forts construits autour de Verdun, ils sont construits en pierre calcaire. Donc on voit bien ici notre fort en pierre. Il est construit en pierre et recouvert de terre. On découvre une nouvelle poudre et on va produire de nouveaux obus qu'on appelle les obus torpilles. Ce sont des obus qui, à taille égale, sont 3 fois plus puissants que les obus qu'on avait auparavant. Alors on va tester les nouveaux obus torpilles sur un fort comme celui-là. Au bout de quelques heures, le fort il est complètement en ruine. On a construit des centaines de forts. Au total, Serré de Rivière, c'est plus de 400 forts en France. Ils sont tous obsolètes. La solution qu'on a trouvée pour les forts principaux, les forts qui sont autour de Verdun, 2 ans après la construction, on va couler un béton. Un sarcophage de béton, 2,50 m d'épaisseur de béton. Finalement, pendant la guerre, vous voyez par exemple à gauche ou derrière moi, on a des parties qui ont cédé. C'est sous les coups des plus gros obus, alors les obus de 400 français ou 420 allemands, qui vont détruire des parties du fort. Là, c'est un 400 français qui a explosé par exemple, tuant 30 soldats allemands dans leur dortoir. Et puis là, derrière moi, c'est un 420 allemand qui a explosé, tuant 21 soldats français dans leur dortoir. Voilà, on va entrer à l'intérieur maintenant. Alors voilà, on est à l'intérieur du fort de Douaumont. Vous voyez, on sera pratiquement toute la visite sous une voûte en pierre. Voilà, parce qu'à l'origine, le fort est construit en pierre calcaire et recouvert de terre. Notre fort, il est prévu pour 800 soldats. Ici, il faut dormir à 2 par étage, donc à 4 par lit superposés. C'est pour ça qu'au bout des premiers lits, on a encore même 4 encoches pour 4 fusils. Quand la guerre éclate, il y a bien 800 soldats qui sont affectés au fort pour la défense de Verdun. Donc là, vous avez quelques lavabos quand même où les soldats peuvent se donner un brin de toilette, mais ça va être tremper un brin de toilette, se laver le visage, et c'est ça, hein, la toilette du soldat. Donc pour éradiquer les poux, les puces qui se transmettent les uns les autres, on en est loin. Mais donc là, la moitié de la pièce est une réserve d'eau, donc là, vous en avez une encore de citerne d'eau, et l'autre moitié des petits lavabos pour les soldats. Il faut s'imaginer à peu près la même chose dans la pièce qui était vide juste avant. Non, c'est pas moderne. Pour récupérer le fort de Douaumont, ils vont le bombarder, le fort. Il va être bombardé par des énormes obus, des obus de 400, comme le morceau d'obus qu'on a vu dans la première pièce. Ces obus de 400 vont traverser la carapace du fort à plusieurs reprises et un incendie va se déclarer à l'intérieur du fort. Les Allemands vont être obligés de quitter le fort à cause de l'incendie et les Français vont réussir le 24 octobre à prendre le fort avant que les Allemands n'y reviennent. Ici, on est dans les toilettes de 1917. Hein, donc ça, c'est les vestiges d'une tinette, donc voilà, qui est prévue pour une vingtaine ou une trentaine de soldats. Et puis, une fois que c'est plein, il faut que 2 soldats sortent, la vident et reviennent. La citadelle joue un rôle essentiel dans la bataille, à la fois lieu de refuge et de repos des soldats, poste de commandement, base logistique où s'entassent nourriture et armement, elle peut accueillir jusqu'à 10 000 soldats. Le lieu inspire un certain sentiment du sacré, le respect des morts, une immense compassion, une forme de sidération devant l'horreur de la mort de masse, une incompréhension indignée envers ce qu'il a permis et organisé, et la mission pour les vivants d'en empêcher le retour. À quelques kilomètres de là, le mémorial, bâti sur 3 niveaux, ne peut se visiter en une seule fois. Sa richesse et son sens de la pédagogie invitent à y retourner. Le premier étage nous replonge au cœur de la bataille et appelle à la réflexion.
L'horreur de Verdun est au-delà de toute imagination, mais celle des batailles suivantes ne l'est pas moins. Les témoignages déclinent le même martyre, la même boue, les mêmes rats, la même soif, la même peur, le même chamboulement des tranchées sous les marmites, les mêmes cris des blessés dans le no man's land, les mêmes corps disloqués, la même puanteur, la même mort. Comment établir des degrés dans l'horreur du supplice et de la mort de masse? De ce point de vue, Verdun est représentatif, il n'est pas exceptionnel.